Bienvenue sur Jaco FM 98.3, la ZIC au cœur du Gabon. Vous êtes sur Jaco Sport. Loïc Mendes et Franck Olivier vous font le plaisir de vous donner des nouvelles sportives et de manière sportive. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir Loïc, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ouais, le week-end était tonitruant comme toujours. Moi, je passe toujours un bon week-end, surtout que le samedi, je suis à la maison. Ah, ok, d'accord. Et le dimanche? Le dimanche, je suis à l'église. D'accord. Après, je suis à la maison. Ok. Voilà, j'aime bien mon chez moi. Ok, très bien. Et comment était le tien, ton week-end? Comment il était? À la maison, petit torticolis, mais Ouais. bon, c'est passé, je pense. Voilà. On a commencé avec un petit peu de retard parce qu'on était en train de compter les billets. Les billets, c'est ce dont on va parler justement dans cette émission. Hein. Ah, c'est On toi qui parles des billets. Non, non, moi je ne parle pas des billets. D'accord, on va parler de billets dans cette émission. On va parler de quoi exactement, Franck-Olivier? Alors, on va parler, oui, comme Loïc l'a dit, hein, des primes de qualification Coupe d'Afrique des Nations pour les Panthères, donc football. Ouais. Un sujet qui est en train actuellement de faire beaucoup de bruit sur la toile et naturellement dans les maisons et ailleurs, certainement dans les administrations, parce qu'il s'agit quand même de l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est moi, c'est Loïc, je crois, s'il contribue effectivement J'aime bien tes attaques, à vas-y. l'économie gabonaise. Donc, le staff donc, des Panthères qui se plaindrait d'une répartition injuste faite par le gouvernement via son mandataire désigné. Nous D'accord. allons donc revenir dessus aujourd'hui dans ce premier thème. Ensuite, nous allons aborder le championnat d'Afrique des clubs champions de handball qui a donc qui a lieu actuellement avec donc le parcours de Manga DFIP handball. Manga Sport donc qui est un club multisport qui compte en son sein une division handball. Nous allons donc enchaîner avec les résultats européens et aussi au niveau de la MLS et de la Saudi Pro League qui a encore fait parler ces deux championnats qu'on fait par des deux ce week-end avec les performances respectives des deux légendes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Nous allons aborder le Classico qui aura lieu dimanche prochain à 16h15 exactement heure de Libreville. Ouais. Le Classico qui aura donc lieu à Madrid, donc dans cette fameuse marmite de Bernabéu. On ne sait pas qui sera cuit à l'intérieur. Franck-Olivier donne le programme. Nous verrons bien. Et puis nous allons revenir sur les performances donc, des Panthères qui ont évidemment eu à faire un certain nombre qui ont évolué ce week-end de manière positive à travers l'Afrique et l'Europe. Nous allons donc revenir dessus. D'accord. Alors, le décor étant planté, est-ce que Mookie peut nous permettre de faire monter un peu la température avant de revenir tout juste derrière? Jaco FM. Jaco FM, la radio qui met la ZIC au cœur du Gabon. Nous sommes de retour. Oui, nous sommes là. Et comme tu as voulu parler de billets, ben écoute, on va parler de billets. Alors, actualité oblige, hein, Franck-Olivier. Actualité oblige. On va donc revenir sur ce petit débat qui actuellement fait cours un peu partout, sur la toile et ailleurs, concernant la prime de qualification. Alors, on sait que lors de la séance d'entraînement qui devait y avoir lieu la veille donc, du dernier match des Panthères, le sélectionneur Mouyouma qui était en conférence de presse, il faut le préciser. Voilà, il faut le préciser. Donc, Gabon-Burundi qui a heureusement pour nous, c'est bien terminé, même si ça n'a pas changé quoi que ce soit au classement. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes en barrage et que lundi dernier, les Panthères donc, ont décidé de ne pas s'entraîner pour non-paiement des primes relatives à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura donc lieu en décembre prochain au Maroc. Donc, à cet effet, la bonne nouvelle, c'est que les Panthères ont pu enfin toucher leurs primes. Des informations ont été relayées sur divers médias concernant même le montant réservé aux joueurs, qui est donc de 15 millions de francs, même si on n'a pas eu un retour forcément officiel de la part du ministère ou de la fédération à ce sujet par rapport à ce montant exact. Mais on parle de primes qui variaient donc entre 8, 10 et un peu plus concernant le staff. Et c'est naturellement le staff qui est aujourd'hui mis en cause. Mais alors, c'est quoi le véritable problème, Franck-Olivier? Alors, le véritable problème, ce serait que certains membres du staff s'estimeraient lésés
par rapport aux montants qu'ils ont donc touchés, pour ceux qui ont touché quelque chose. Et apparemment, certains se plaindraient de ne pas avoir touché quoi que ce soit. Alors que, justement, aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions parce que ce qu'on sait, c'est que depuis plus d'une décennie, ces primes de qualification ne font pas l'objet d'une communication précise. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'une panthère, qu'est-ce qu'un joueur, d'accord, touche, d'accord, en termes de primes de qualification. Pourtant, on sait très bien que les panthères se sont qualifiés à plusieurs reprises, hein, depuis désormais plus d'une décennie, comme je le disais. Donc, on ne sait pas quel est le montant exact. On ne sait pas s'il y a une grille qui est clairement établie, qui est officielle. Est-ce qu'un joueur touche un certain montant qui est différent du sélectionneur? Est-ce que le sélectionneur touche plus que tout le monde? Est-ce que le staff du sélectionneur, donc, est-ce qu'il y a une différence entre les entraîneurs adjoints et le chargé de la logistique, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence avec l'officier média? Est-ce qu'il y a une différence avec le photographe? Est-ce qu'il y a une différence avec... voilà. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai comme information, selon une de mes sources, c'est la repartition, c'est la redistribution, justement, de ces primes qui causerait problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les fonds étant décaissés, celui qui a été mandaté pour justement repartir les fonds aux personnes, aux ayants droit, a fait selon la tête du client. C'est-à-dire que il aurait donné par exemple à Franck Olivier 200 000 et à Mouki 300 000 et à Mendes 150 000. Donc c'est à la tête du client et c'est ça qui fait jaser actuellement. On a vu pas mal de médias, et tu l'as souligné, qui ont écrit là-dessus sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne vient pas là entacher déjà le redressement qui essaie d'avoir lieu au sein de l'équipe nationale? Alors justement, OK. Disons qu'il y a eu, considérant qu'il y a eu effectivement une répartition entre grilles faite d'une certaine manière. Scabreuse. Ça, c'est selon certaines dires, on va dire. On peut le signifier de cette manière-là. Non, mais c'est une source fiable, hein? Ok, d'accord. C'est une source fiable qui me dit, oui, moi, voilà ce qui s'est passé. Voilà, certains ont reçu un montant et d'autres un autre montant. Maintenant, ça fait du bien. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas justement avoir une grille? Voilà. Par exemple, il faudrait établir une grille. Parce que, en montant descend, un joueur ne peut pas recevoir le même montant qu'un membre du staff. Ce n'est pas supposé se passer de cette manière. Le sélectionneur, c'est le sélectionneur. On pourrait dire qu'il pourrait être celui qui a la prime la plus élevée. On pourrait aussi dire que le photographe ou l'officier média ou le chargé de la logistique ou je ne sais quel autre membre du staff peut ne pas avoir naturellement les mêmes émoluments qu'un entraîneur adjoint qui est le préparateur des gardiens, qui est l'entraîneur des attaquants, qui est le préparateur physique. Ouais. Ça, aujourd'hui, je pense que le problème, il est surtout basé sur la grille. Cette grille qui apparemment n'existe pas. D'accord. Et si elle n'existe pas, peut-être que c'est ça qui favorise, c'est cela qui favoriserait, j'y arrive, le fait que, voilà, si j'ai été mandaté pour redistribuer, vu qu'il n'y a pas de grille tarifaire, vu qu'il n'y a pas de canevas qui régulerait les dons et les distributions, ben, je peux me permettre de m'en mettre aussi plein les poches. Parce que c'est ce qui est dit, hein, de manière implicite, c'est ce qui est dit sur certains médias. Celui qui avait été mandaté pour le faire s'en est mis plein les poches. Alors, est-ce que l'information serait réellement que le mandataire ou le mandaté se serait octroyé, on va dire, le reste, ou alors ce serait beaucoup plus une affaire de choix? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est quand même... après la transition, certes, mais on a quand même toujours le même président de la République qui est assez strict sur un certain nombre de choses. Et je pense que si le président de la République a eu à mandater quelqu'un qui est aujourd'hui chef du gouvernement, donc qui occupe la position de chef de l'État et aussi chef du gouvernement, donc il serait dans ses droits d'avoir l'opportunité de mandater quelqu'un. Oui, mais là n'est pas le problème. Mais est-ce que si le président a mandaté quelqu'un, il pourrait laisser cette personne hors de contrôle, aller librement distribuer ce qu'il a envie de distribuer à qui il le veut, et puis
si jamais il a donné un montant, se mettre le reste de ce montant dans ses poches. Je crois que ce serait vraiment pas évident parce que le président ne va pas envoyer quelqu'un et ne pas le contrôler derrière. Ça poserait quand même une situation assez complexe. D'accord, moi je suis bluffé par tes explications. Je suis bluffé, Franck-Olivier, par tes explications. J'ai envie de te poser la question parce que moi je comprends vraiment pas trop bien ce problème. Alors, aujourd'hui, avec cette redistribution, avec cette façon de faire, j'ai envie de dire, à qui profite le crime? Est-ce que ce n'est pas aussi fait exprès? Pourquoi certains auraient un montant et d'autres un autre montant? Pourquoi c'est aussi déséquilibré? En vérité, je reviens sur un point clair. La grille. Une grille, pour ma part, devait être établie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté justement du gouvernement? D'accord? J'ai cité le président de la République en tant que chef du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la volonté du gouvernement de pouvoir justement arriver à un niveau d'établissement de grille? À commencer par cette première prime de qualification qui a été donnée. OK? Peut-être qu'aujourd'hui, on voudrait justement réformer les choses à ce niveau. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, tu parles de sources, mais de certaines sources aussi, et non pas simplement de là, ces dernières qualifications. Depuis des décennies aujourd'hui, les choses sont gérées aussi d'une certaine manière par rapport à ces fameuses primes. OK? Aujourd'hui, on sait, entre griffes, que les listes sont faites par certaines personnes, d'accord, qui attribuent des montants, qui attribuent des primes à des personnes qui ne font même pas en réalité partie de la fédération. Non, mais là, ou de la sélection. Là, ce que tu dis, je ne sais pas d'où tu tiens ta source, mais moi, je on sais va, pas on va non le plus mettre. Tu tiens la tienne. Non, mais on va mettre ça en conditionnel parce que tu affirmes. Ou bien tu voudrais que je cite ma source. Non, mais elle peut être citée, il n'y a pas de souci. Ah non, pas du tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que dire qu'il y a des gens qui feraient des listes et puis on donnerait de l'argent à des gens qui ne seraient pas qualifiés pour en avoir, ça, ce serait grave. Et peut-être que c'est ça que le distributeur, je vais l'appeler comme ça, a fustigé et a régulé. Si c'est dans ce contexte-là, on est d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est des personnes concernées. On a essayé de passer quelques appels. On espère que sur ce programme de sport, on aura les personnes habilitées à parler. Oui, on aura l'opportunité d'avoir quelqu'un de la Fédération gabonaise de football. Soit un membre de la Fédération. Et d'avoir quelqu'un du gouvernement. Voilà, pour vraiment éclairer la lanterne des Gabonais. Parce qu'on parle quand même d'argent et on sait que l'argent n'aime pas le bruit, mais que l'argent génère beaucoup de bruit. Effectivement, comme je disais, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du Gabonais, c'est l'argent d'un peu tout le monde. Donc, il est évident aujourd'hui que le peuple qui contribue justement veut savoir qu'est-ce qui est fait, même s'il n'a pas forcément la décision, parce qu'il ne s'agit pas d'un vote, il s'agit aujourd'hui, le vote il a été fait depuis. On a élu un président de la République, là on vient d'élire des députés et des maires et autres, des conseillers municipaux. Donc ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont supposées être les relais pour pouvoir justement mener à bien un certain nombre de missions, dont ce qui concerne le sport en général et le football en particulier. On s'apprête à aller disputer une Coupe d'Afrique des Nations en décembre prochain au Maroc. Et on a vu ce qui s'est passé justement à la veille du dernier match Gabon-Burundi, même si là il s'agissait d'éliminatoires Coupe du Monde. Mais on ne voudrait pas que les mêmes problèmes puissent intervenir à la veille. Là, nous sommes en train d'aller jouer un match de barrage face au Nigeria. Ouais, on va en parler tout à l'heure, voilà, on va revenir sur ça aussi. Mais on ne voudrait pas que ce genre de situation non clarifiée, effectivement. Parce que ce qui est certain, c'est que la situation n'est pas clarifiée. Aujourd'hui, il n'y a pas de grille. On a eu à entendre parler, par exemple, d'un aspect, là on va sortir du cadre financier, on va parler de discipline et d'organisation. Avant même l'arrivée du sélectionneur Mouyouma, on avait eu à mentionner une charte. D'accord? À l'époque de Patrice Neveu, on a eu à parler de la charte. Une charte qui devait donc qui devait cadrer en réalité le fonctionnement en termes de discipline et d'organisation des Panthères. Puisqu'on sait très bien que ces derniers ont souvent été cités dans un certain nombre de cas d'indiscipline, de problèmes organisationnels et autres. Donc aujourd'hui, est-ce que cette charte est
respectée? Est-ce qu'elle est même en réalité en vigueur? Je pense que ça avait été fait par la Fédération gabonaise. On aura le temps justement de répondre à toutes ces questions. On va juste souffler juste un petit instant et on revient tout juste derrière. Jaco FM. Jaco FM, la radio qui met la zik au cœur du Gabon. Bien de retour sur Jaco FM 98.3, la zik au cœur du Gabon. Vous êtes sur Jaco Sport. Franck-Olivier, Loïc Mendes reçoivent un invité et non des moindres. Celui qui dit Bubwanga sur Gabon Première. L'homme s'appelle Parfait Junior Boukinda. Parfait, comment vous allez? Bonsoir Loïc, bonsoir également à vous, bonsoir chers auditeurs, je vais très bien, merci. D'accord. Alors Parfait Junior Boukinda, tu nous as trouvé, pendant que tu venais certainement, nous on parlait de quelque chose et on va peut-être te donner la possibilité de réagir là-dessus concernant les primes des Panthères du Gabon. Il y a un tollé sur la toile justement concernant les primes, la redistribution, les parités, les dysfonctionnements, les injustices. Quel est le point de vue de Parfait Junior Boukinda en tant que journaliste sportif qui a un regard assez panoramique sur la question? Écoutez, ce qu'il faudrait déjà comprendre, c'est qu'il y a une forme de catégorisation. Quand on essaie un peu de secouer l'information, on se rend compte qu'il y a 4 catégories. Le joueur ne peut pas avoir le même montant que, par exemple, l'officier média. L'officier média ne peut pas avoir le même montant qu'un membre du staff directement. Et donc, dans l'idée de cette catégorisation, je crois que les acteurs ne sont pas bien compris. Parce que même quand on libère les fonds, il faut impérativement que ce qui revient aux techniciens, c'est un exemple que je suis en train de prendre, arrive à revenir aux techniciens, ainsi de suite. Le joueur ne peut pas bénéficier du même montant que le sélectionneur. Le sélectionneur ne peut pas bénéficier du même montant qu'un autre agent technique. Et je crois que c'est peut-être à ce c'est à ce niveau que le problème se pose. Si on était clair dès le départ, ça aurait peut-être éloigné le débat. Mais malheureusement, c'est quand on remet les sous que l'on parle maintenant de répartition, alors qu'il serait intéressant justement de mettre sur la place publique cette grille de répartition qui permet de situer tout le monde. Voilà, exactement. Voilà, Franck-Olivier le disait justement. Il faut une grille qui soit clairement établie, une grille sur laquelle et la fédération et le ministère et même les joueurs en réalité et le staff, d'accord? Parce que ce sont eux les acteurs principaux, tout le monde est d'accord, on signe et on établit les choses clairement de cette manière. Comme ça évite à l'avenir. Évidemment, tout le monde ne sera jamais content. C'est l'idéal. Mais idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais, donc, on peut dire à vous entendre parler, chers messieurs, que nous sommes là sur un cas qui pourrait un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça un mal pour un bien. Il a fallu que, pour percer l'abcès, les choses se fassent comme ça, qu'il y ait polémique, pour que les gens prennent conscience. Peut-être que c'est à ce niveau que ça va se faire, mais il faut quand même rappeler que c'est un problème vieux comme le monde dans cette équipe gabonaise. On se souvient que récemment, il y a eu le point de presse de cette équipe courageuse de Gabon qui avait remporté U23, je parle bien, qui a remporté le seul titre continental ici au Gabon, qui a remporté cette CAN avec bien sûr la génération Didier Ibrahim Don, ainsi de suite, et les autres. On se rappelle que déjà, lors de leur conférence de presse, ils posaient ce problème. Tout ce qui était lié aux primes, c'était la conséquence d'un accord verbal, non écrit, et ça, c'était déjà dangereux. Si ce problème vient justement donner la possibilité d'avoir une visibilité, un document écrit, ce serait intéressant, parce qu'il est très intéressant de savoir, au départ, combien je gagne si j'y vais? Qu'est-ce qu'on m'ajoute en plus s'il y a une victoire? Qu'est-ce que je peux gagner comme supplément en cas en cas de titre? C'est important de définir les choses. Si cette situation est une occasion, mais tant mieux. Parce que je vois que dans certains médias, par exemple, en ligne, pour ne pas citer les médias, ils ont évoqué en fait cette volonté du président de la République de voir clair là-dessus. Et on attend de façon matérielle un document qui va justement donner l'opportunité de savoir combien on touche, comment ça se fait, et ainsi de suite. J'ai pas envie de parler de politique et j'ai envie qu'on sorte de là parce qu'on n'a pas toute la nuit, on n'a pas toute la journée, et même pas toute la nuit, mais j'ai envie de poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est à chaque fois le président de la République qui doit intervenir? Pourquoi c'est toujours comme ça? Bon, nous sommes dans un cas quand même exceptionnel. En fait, on ne peut plus parler d'exceptionnalité parce que c'est devenu une règle, c'est constitutionnel. Le président de la République aujourd'hui n'est plus seulement le chef de l'État, mais le chef du gouvernement. D'accord. Donc, ce qui s'est passé avant, à l'époque, avec les interventions présidentielles, avait une certaine forme. Aujourd'hui, on en a une autre. Puisque le président aujourd'hui prend les prérogatives d'un Premier ministre, puisqu'il est chef du gouvernement. Donc oui, il a certainement l'opportunité et en réalité le devoir d'intervenir, même sur ce genre de cas. D'accord. Monsieur le Président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, est invité à arbitrer cette histoire. Encore qu'il a déjà fait, mais c'est surtout que
il faut quand même poser le problème. Si on a réglé ce problème de la sélection nationale, il faut impérativement aussi que Monsieur le Président de la République pense à régler le problème de cette équipe U23 qui avait gagné la CAN. C'est aussi important. Voilà. D'accord, on va sortir de là. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne pourrait pas éplucher tout cela. On va parler justement de quelque chose de plus gai, de plus joyeux. C'est cette victoire face au Burundi qui nous... Par conséquent, nous emmène à jouer contre le Nigeria. Ce sera notre prochain adversaire en tant que barragiste. Les gars, comment est-ce que vous voyez cette confrontation contre le Nigeria? C'est un seul match, si je ne m'abuse. Un seul match. Élimination directement. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec l'intention de gagner. Vous savez, ce qui est intéressant avec le football aujourd'hui, c'est que ce n'est plus mathématique. Quand on le dit, on ne le réalise pas. Ça veut dire en fait que c'est le rectangle vert qui détermine qui peut être vainqueur ou pas. La particularité de cette rencontre, c'est que c'est un seul match. Il va falloir être performant, il va falloir être tactique, technique. Et ça va se jouer selon moi, ça peut se jouer selon moi à un détail. Laquelle des équipes sera la mieux positionnée? Quel sera l'état d'esprit en fait du groupe? Quelles conditions autour de ces sélections? Je crois que ça va peut-être se jouer à ce niveau. Surtout que le Nigeria, Franck-Olivier, n'est pas un très bon Nigeria. Il n'a pas été réluisant. On ne l'a pas bien vu depuis le début de ces éliminatoires. Alors effectivement, quand on regarde ce Nigeria, d'abord il sort de loin. C'est vraiment dernière journée qu'il a pu s'en sortir face au Bénin notamment, qui était bien parti pour être quelle belle victoire face au Bénin. Et il a fallu... parce que ça aussi, c'est la force du Nigeria, c'est les individualités. Et il faut citer Victor Osimhen, qui a une fois de plus démontré toute sa force, tout son talent et toute sa savoir-faire volonté de pouvoir justement jouer cette Coupe du Monde et de pouvoir porter le drapeau du Nigeria très haut. Et grâce à ça, aujourd'hui, on peut estimer que le Nigeria est un adversaire très, très dangereux pour notre sélection gabonaise. Dangereux, d'accord, mais Parfait Junior Boukinda l'a dit, il faut être sérieux, il faut être appliqué, il faut avoir une bonne organisation autour. Mais quelles sont, selon vous, Franck-Olivier, les chances de cette équipe des Panthères du Gabon face aux Super Eagles de Nigeria? Pour moi, honnêtement, je dirais un 50-50. 50-50? Franchement, il faut être honnête, c'est du 50-50. Mais qu'est-ce qui peut faire basculer La volonté. La volonté. La volonté. Rien que la volonté et surtout que derrière, il n'y ait pas de problème de prime de qualification. Non, encore que même s'il y a ce problème, il faut aller chercher le match dans les tripes. Vous savez, le problème des primes de qualification n'a pas empêché le Gabon de jouer contre le Burundi. On n'a à aucun moment senti en fait que cette équipe était démotivée. On n'a à aucun moment senti que cette équipe n'en voulait pas. Au contraire. Si le Burundi était en place lors de la deuxième période, ça aurait pu être difficile pour le Gabon. Moi, je crois qu'il faut aller puiser de l'énergie parce que c'est quand même le Nigeria, les gars. C'est pas rien. C'est pas rien. Le Nigeria, c'est costaud. C'est costaud sur le plan des individualités. Après, ce qui peut causer problème, aussi, voilà, sur le plan socio-historique également, c'est une équipe qui a mentalement, ils ont l'habitude des grosses compétitions. C'est effectivement ça. On a vu lors de la CAN, même si elle a été un tout petit peu enrhumée contre la Côte d'Ivoire, mais c'est une équipe extrêmement redoutable. Elle finit mal cette campagne parce qu'il faut le dire, dans ce même groupe, il y a aussi l'Afrique du Sud. Une Afrique du Sud qui, il faut le dire aussi, depuis peut-être 1 an ou 2 ans, joue sur ses valeurs, a un championnat assez régulier, donc des joueurs qui sont assez compétitifs. Il va falloir faire attention, mais ça va se jouer certainement au détail. Au détail. Merci à Parfait. Et on va pouvoir enchaîner donc avec une autre actualité qui concerne cette fois-ci non pas des Panthères, mais bien sûr un club gabonais, c'est Manga Sport, donc club multisport, qui a donc qui participe au championnat d'Afrique de handball et qui est donc sorti malheureusement en quart de finale de cette compétition sur un score malheureusement défavorable. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez suivi cette actualité, je ne sais pas ce que vous pensez de la participation donc de ces derniers à ce tournoi. Non, mais je vais laisser la primeur à Parfait. Est-ce que tu as... Ouais, c'est une actualité que je suis, nécessairement. On en parlait encore avec le président, il y a peut-être le président donc, de Manga des FIP, il y a encore 1 ou 2 semaines en arrière. C'était un club qui monte progressivement. C'est un club qui a la possibilité de rivaliser de talent. On a vu lors de l'entrée que ça a été difficile. Après, la victoire derrière, ça a été réconfortant. Maintenant, là, on tombe face à une équipe du Bénin qui est assez redoutable quand même, qui ne donne aucune chance. Mais il faut se dire que l'essentiel, c'est d'avoir déjà le noyau.
D'accord. Même si ce noyau-là doit être entretenu par les compétitions sur le plan domestique. C'est aussi ça le problème. Ouais. Il n'y a que la compétition qui prépare la compétition. Justement, Si cette équipe est compétitive, si elle est habituée à arriver à ce niveau, je crois qu'elle est capable de franchir un palier supplémentaire. L'objectif, clairement, ça a été dit par le président, M. Doukaga, c'est qu'il fallait finir dans le top 5. Malheureusement, Manga de FIBA va terminer donc 6e. C'est vrai que c'est une marche en dessous, mais c'est des belles perspectives parce que ça prouve qu'il y a de la matière, ça prouve qu'on est capable de rivaliser de talent à l'extérieur et ça prouve qu'il y a encore un travail qu'il faut effectuer. Alors, il faut rappeler qu'on a été donc battu sur le score de 28-27, donc d'un but en réalité, face au Red Star de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on va regarder, on va se rendre compte que, comme disait Parfait, la Côte d'Ivoire a un championnat de handball qui se joue. Qui se joue régulièrement. Alors que, oui, justement, c'est pourquoi moi, mon avis, c'est peut-être pour revenir sur ce que disait Parfait, je vais prendre un bout de ce qu'il a dit. Il a parlé de la formation domestique. À un moment donné, sur tous les sports qui se pratiquent au Gabon, on a un problème de régularité domestique. C'est patent, même sur le cas du football. Il y a un championnat qui se joue aujourd'hui, demain il ne se joue pas. Au handball, c'est la même chose. Peu importe le sport qu'on pratique, on a un problème de régularité. Et je vais encore emprunter les mots de Parfait, c'est la compétition qui prépare la compétition. Malheureusement, j'espère qu'on a tout ça derrière nous et que les nouvelles instances dirigeantes vont nous permettre de voir de beaux jours parce que on l'a vu en natation, on a eu quelques bons résultats. Le handball, très bons résultats même du côté voilà, peut faire de bons résultats. Le taekwondo nous offre de bons résultats. Exact. Si tout cela on mettait en musique derrière une très bonne préparation, je pense que le Gabon ferait des bonnes choses, Olivier. Exactement. La préparation, toujours la préparation et toujours l'impréparation de la part que ce soit au niveau des équipes nationales comme au niveau des clubs aujourd'hui. C'est le même résultat. Et c'est ça le problème, justement. C'est vraiment un problème. Il faut impérativement rompre avec les générations spontanées en sport, ça n'existe pas. Ouais. Si vous voulez avoir des résultats, il faut bien commencer quelque part. Et quand on commence quelque part, on va de la base, on va au niveau amateur et puis on va au niveau professionnel. Je vous assure que si on respecte le schéma, on met les acteurs dans les conditions et surtout qu'on arrête de valoriser le tout football pour embrasser d'autres disciplines, je crois qu'on peut atteindre des objectifs. Le taekwondo en est un exemple. La natation avec la cour aujourd'hui nous a fait école. Ça a été exceptionnel. Il faut penser la diversité. Il faut arrêter l'impréparation pour aller justement vers le fond. Le fond, c'est la formation, c'est l'infrastructure, c'est l'organisation autour parce qu'il faut mettre les athlètes dans les conditions. Alors, parfait. Merci. Loïc, on peut enchaîner avec les résultats européens? Oui, on peut enchaîner avec des résultats européens. Écoutez, on parle d'abord des Gabonais ou bien on parle d'autre chose? Non, tu es déjà tout souriant. On sait ce que tu veux dire. Ouais, vas-y. Exprime-toi. Non, mais exprime-toi. Non, belle performance. Moi, je parle de l'Olympique de Marseille. Je commence par là. Ok. Belle performance de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Parce que Loïc, moi, on est dans plusieurs forums. Aubameyang. Allons-y. Mais là, on ne peut pas parler d'Aubameyang. Non, mais moi, je dis... Greenwood. Non, je ne vais pas parler de Greenwood. Avant de balayer la cour du voisin, je préfère balayer la mienne. Pierre-Emerick Aubameyang a été décisif. Il a donné une passe décisive de la tête, s'il vous plaît. Et Marseille a gagné avec un peu plus de 4 buts. Donc un peu plus. 6 buts. Oui, je dis un peu plus. Donc 4 buts. 4 buts de Greenwood. Mais pourquoi tu veux forcément que je parle de Greenwood? Mon Dieu. Le bois vert, j'ai pas envie de parler du bois vert, mon frère. Tu as parlé pendant 40 minutes ici du quadruplé d'Aubameyang. Quand tu veux pas parler du quadruplé de Greenwood, tu veux pas parler. De Mason Greenwood le ressuscité, qui redevient un vrai joueur de football parce qu'on sait qu'il est passé par beaucoup de trucs. Je te tiens à te rappeler qu'il était co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière. Avec Ousmane Dembélé. C'est pas rien quand même. Il ressuscite, attends. Ce qui est intéressant. À un moment, il était comme vu, il allait au placard. Ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il a su se refaire une santé. Il sort de loin. Il sort de loin, voilà, c'est ce que je disais. Des problèmes personnel. Il est arrivé du côté de Marseille. Il a eu la confiance des dirigeants parce que c'est justement l'une des conditions de ses performances aujourd'hui. Et il arrive à se mettre dans un groupe qui donne les ballons comme il le faut. Forcément, ça fait but. Et il arrive justement à faire en sorte que Marseille aujourd'hui soit le leader de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain qui a fait match nul. Marseille est leader, hein? Marseille est leader. Le Paris Saint-Germain a fait match nul 3 buts partout. D'ailleurs, qui a dû s'en sortir en fin de match grâce à
à 2 réalisations de Gonzalo Ramos sur penalty et sur Mayoulou, ton joueur favori désormais. Mais très belle performance de l'OM une fois de plus, qui s'est imposée. Et on va enchaîner donc avec l'Angleterre, avec Arsenal, qui enchaîne très bien. Arsenal, meilleure défense d'Europe depuis la saison, depuis 3 saisons maintenant. Ils enchaînent leur 3e saison et ils comptent sur une défense assez solide, qui n'encaisse pas de but et qui a permis donc à son équipe de s'imposer grâce à un corner une fois de plus. C'est devenu la spécialité des Gunners, qui se maintiennent à la tête du classement devant Liverpool, qui a une fois de plus... Surtout devant Manchester City, parce qu'ils sont 2e avec 16 points. Oui, devant Manchester City. Bon, on parle de Liverpool parce que ce sont les champions en titre. Et oui, effectivement, Manchester City qui s'est une nouvelle fois imposé grâce au cyborg, comme on l'appelle, Erling Haaland, qui bat encore une fois de plus tous les records cette année. C'est 23 buts. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur... sur Liverpool, les Red Devils qui ont un gros problème. Ça fait 3 défaites en championnat, si je ne m'abuse. Et on est là 3e défaite d'affilée. Voilà, d'affilée. Et une défaite en championnat, 4e défaite d'affilée. Et une défaite en Première Ligue. Qu'est-ce qui ne va pas à Manchester? Écoutez, qu'est-ce qui va pas à Liverpool? Quand vous avez des joueurs tels que Diaz qui partent, quand vous avez des joueurs importants qui sont sur le départ, il faut travailler après sur la question d'équilibre. Qui est la doublure de Diaz? Et actuellement, comment se porte l'attaque de cette formation de Liverpool? Mais ils ont bien acheté Ekitike, ils ont acheté le Suédois. Après, il y a la question d'adaptation. Et surtout, il faut se rappeler, il faut avoir en mémoire qu'on est quand même dans le championnat d'Angleterre. C'est un championnat qui est extrêmement compétitif. Tous les matchs doivent se gagner. Parce que si vous ratez un match en début de championnat, vous pouvez payer en fait de ce match en milieu de championnat. Si vous ratez un match dans la période du Boxing Day, vous pouvez en fait mal finir le championnat. Et puis en face quand même de Liverpool, il y avait des équipes joueuses aussi. Et c'est ça justement qui particularise ce championnat d'Angleterre. Là, ce week-end encore, c'était Manchester United. Manchester United qui, selon moi, réalise le coup parfait parce que Liverpool revient. Et Manchester trouve le moyen, on a Marvin qui est très content derrière, derrière son écran. Est-ce que c'est la résurrection, justement, pour parler de Manchester United? Je crois absolument pas qu'il s'agit d'une résurrection. Il faut être réaliste. Liverpool est dans une mauvaise passe. Manchester, oui, sur ces dernières rencontres, essaye de relever un peu la tête. Mais je ne crois pas qu'un Liverpool en super forme peut faire ce résultat face à... Enfin, un Manchester peut faire ce genre de résultat face à un Liverpool en forme normale, même pas super forme, mais en forme normale. Et même au-delà de la forme, on a regardé ce match, on a vu qu'ils ont manqué de réalisme à Liverpool. Si vous avez un Mohamed Salah concentré, mais depuis le début de la saison... Si vous regardez le début de match, moi j'ai vu quoi, deux poteaux vers la fin en fait. Il y a un poteau ça se joue à des détails. En réalité, c'est une très bonne nouvelle pour Manchester parce qu'ils ont besoin de relever la tête justement. C'est Maguire, le capitaine. Hein. J'ai en mémoire de ce match la célébration de Maguire, c'est-à-dire contesté, toujours sur la table des critiques. En fait, c'est toute l'histoire de son passage à Manchester. En réalité, il est contesté depuis qu'il est arrivé, mais il s'en sort toujours. Il réussit toujours à avoir du temps de jeu et parfois au moment où on l'attend. Et là, il fait la décision, on l'attendait pas. Voilà, mais très bravo à Manchester United. Dommage pour Liverpool. Un clin d'œil à Boris V. Boris. C'est aussi mon club, rassure-toi. On est à 2 dans l'affaire avec Boris. Alors là, c'est bien. Un gros big up aussi à Marvin qui supporte, à la technique qui supporte Manchester. C'est un mancunien. Oui, mais bon, on verra bien. On enchaîne avec, on sait que tu attends ça depuis, avec la performance du week-end en Liga, du duel qui s'annonce clair entre le Real Madrid et le FC Barcelone. D'accord. Donc le Real Madrid qui s'est une nouvelle fois imposé grâce sur le fil, grâce à Kylian Mbappé, même si on va encore parler d'une nouvelle polémique d'arbitrage et tout ça. Vous regardez mal les matchs. Hein. J'ai l'impression que vous regardez mal les matchs. Une fois de plus, très, très, très contestable. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le Real Madrid s'est imposé 1-0 grâce à Kylian Mbappé. C'est une performance à noter parce qu'il enchaîne bien Mbappé. Et il fait partie avec Harry Kane, justement, et avec Erling Haaland, de ce trio. Je pense que c'est 10 buts en 9 matchs en championnat. Exactement. Personne n'a fait mieux à part CR7. Personne n'a fait mieux et aujourd'hui,
on peut dire que Kylian Mbappé est en route pour pouvoir être dans la liste. Je reviens, moi je suis déjà sur le Ballon d'Or 2026. Il est déjà en train de se positionner à ce niveau. En sélection comme en club, il est exceptionnel, il est sur une forme étincelante. Et en compagnie d'Harry Kane et Haaland que je citais tantôt, il est vraiment en forme. Le FC Barcelone, lui, s'est imposé sur le fil aussi, grâce à un coaching. On a vu la grosse joie d'Hansi Flick, qui s'est d'ailleurs fait expulser comme par hasard avant le Classico, mais bon, c'est pas grave. Comment ça, comme par hasard? Oui, parce que c'est pas mérité. Avant le match, on parlait déjà de Gilles Manzano, qui est un arbitre célèbre Franck Olivier pour favoriser le Real Madrid. Et bien là, bon, on va revenir sur le coaching parfait d'Hansi Flick, qui dans les dernières minutes a fait rentrer Ronald Araujo en avant-centre. Ça a surpris tout le monde. Et bien ça a surpris la défense de Girone aussi, qui n'a pas pu résister justement à ce changement et qui a donc occasionné la victoire du FC Barcelone, qui avait ouvert le score en première mi-temps grâce une nouvelle fois à celui qui a été élu une énième fois homme du match, c'est-à-dire Pedri. C'est exceptionnel de la part de ce milieu de terrain qui démontre une fois de plus tout son talent. Donc le FC Barcelone n'a pas pu prendre la tête. Il reste deuxième du championnat derrière le Real Madrid. Il fallait absolument une défaite Il fallait absolument une défaite ou un match du Real Madrid, mais c'est tant mieux pour le Classico. Ouais. Classico, justement, les gars. Comment vous voyez le Classico à venir dimanche prochain? Ça va être chaud. La difficulté avec ces deux équipes, c'est que quand elles sont dans des temps forts, vous avez l'impression qu'elles sont faibles. Et quand elles sont dans des temps faibles, vous avez l'impression qu'elles arrivent à trouver un second souffle. C'est difficile aujourd'hui de dire que le Real propose un jeu reluisant. Quand on essaye de regarder le Barça jouer, on se dit que ça peut aller très vite. Et on se souvient de la saison dernière où l'explosivité du Barça justement avait tué cette formation. Mais on a cette année un Barça assez poussif. On a un Barça poussif quand même. Oui, mais vous savez que la particularité... Je ne supporte pas je ne suis pas forcément fan du FC Barcelone, mais je lis le football. Vous savez que la particularité des grandes équipes, c'est de trouver en fait l'énergie en fait quand elles sont en difficulté. On avait vu Liverpool en Europe, comment cette équipe arrivait à trouver de l'énergie pour battre les grands. Et donc, il faut aussi avoir peur de ce Barça-là, qui, même en difficulté, est capable de forcer le résultat. Mais alors là, le fort de manière contre l'équipe du Real. Maintenant, après, moi, je crois que dans ces deux équipes, ça peut se jouer soit sur les individualités ou sur le collectif. La forme des joueurs va déterminer, en fait, le Classico, selon moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé cristallise justement ce sujet. En réalité, le Real Madrid s'appuie essentiellement sur les individualités. Et c'est historique. Le Real, ça a toujours été une équipe individuelle plutôt que collective. C'est peut-être ça son talent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a combien d'individualités au Real qui sont au niveau? Quand on regarde Kylian Mbappé, on le met de côté. Après, il y a qui? Il n'y a personne. Parce que Bellingham, il vient de revenir de blessure. C'est un peu compliqué. Vinicius, c'est pas trop la confiance. Vinicius se réveille seulement maintenant. C'est pas trop la confiance. Valverde même au niveau sur le plan défensif. Rodrigo, c'est aussi un. On a quand même un Arda Güler qui est assez en forme depuis le début de la saison. En plus en sélection qu'en club. Mais c'est vrai qu'il fait de très beaux matchs en club. D'ailleurs, il est passeur décisif sur le but d'Mbappé. Exactement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'Arda Güler a la confiance du coach Xabi Alonso pour pouvoir justement porter le milieu de terrain du Real Madrid? Après, Loïc, c'est bien de le dire, mais il dit quelque chose de fondamental. Il faut trouver l'équilibre. Si on centre le jeu du Real de Madrid sur Kylian Mbappé, et que ce dernier n'est pas souvent au rendez-vous lors des grands matchs, on court le risque en fait d'aller vers une défaite vraiment plausible pour ce Real de Madrid-là. Après, le sursaut d'orgueil aussi, c'est important. On joue contre le Barça, on peut aussi puiser de l'énergie pour essayer de forcer le résultat. Moi, je le dis, à ce jeu-là, difficulté, forme ou méforme, en général, le Barça en fait... Non, le Barça est très dangereux parce qu'il est collectif, parce qu'il est sérieux, parce que c'est une bande de copains qui jouent ensemble. Personne ne veut jouer la star. Or, au Real Madrid, on a un problème. On est tout encore le monde, sur les individualités. Voilà, le bord du club a centralisé le jeu sur Kylian Mbappé. Et ça, c'était un danger. Justement, on va parler peut-être pour bifurquer sur autre chose, notamment la Coupe d'Europe qui va arriver demain. Il y a de grosses rencontres, Franck Olivier, qui se profilent à l'horizon. Alors effectivement, on a la Ligue des Champions avec mardi le Barça qui va donc recevoir l'Olympiakos. Bon, on rappelle que le Barça ne peut toujours pas recevoir dans son nouveau Camp Nou. Ils sont toujours à Montjuic. Toujours à Montjuic, chez les voisins, mais qu'à cela ne tienne.
Ensuite, on aura un deuxième choc, Arsenal qui va recevoir d'autres l'Atlético Madrid. On parlait de la super défense des Gunners face à une autre supposée super défense qui le fut par le pourquoi passé. supposée? Non, pourquoi? Parce que non, on sait que la défense Atlético n'est plus ce qu'elle était. Il faut le dire. Même si ça reste toujours Diego Simeone aux commandes avec des colchoneros, comme on les appelle. D'accord. C'est pas faux, mais après, on va se rappeler quand même qu'ils ont perdu en intensité sur le plan offensif. C'est vrai que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vrai. Il y a un gros match pour Paris, les gars. Un gros match pour Paris, un match piège. Oui, qui va jouer à Leverkusen. Qui va jouer face au Bayern. Le Bayern qui a été donc qui est l'ancienne équipe de Xabi Alonso, qui a donc battu des records il y a à peine 2 ans. Et qui va donc recevoir le champion d'Europe en titre. On va voir comment ça va se passer. Et le Real Madrid qui va jouer la vieille dame. Le Real Madrid va jouer la vieille dame. Petit pronostic rapide, les gars. Bon, la vieille dame, elle doute en ce moment. Le Real est en passe de devenir l'ogre qu'il a toujours été, surtout en Ligue des Champions. Et je pense que le Real Madrid peut l'emporter 2-1. Les plus grandes nations de football, ou les clubs les plus grands, ont la particularité de se révéler lors des grands jours. C'est un grand match. Le Real Madrid va forcément gagner 2-1 ou 1-0. Ok. À mon niveau, pour être tout à fait objectif, je suis comme vous. 2-1. Pour une fois. 2-1 parce que le Real joue à domicile. On va certainement être des prophètes ce soir. Mais mais c'est surtout parce que j'ai envie que le Real soit dans la meilleure forme pour pouvoir jouer ce classico. J'ai pas envie qu'on dise voilà, le Real Madrid, c'est en fait parce qu'ils ont perdu déjà en Ligue des Champions. C'est un adversaire qui n'a pas peur de ça. Non, c'est un Barcelonais dans l'âme. Parce qu'ils ont perdu en Ligue des Champions contre la vieille dame, ils sont ceci, ils sont cela. Non, on aime vous affronter en forme. On veut que vous soyez en forme. Yamal aime quand vous êtes en forme. On va vous envoyer l'équipe B du Real Madrid. Non, envoyez tout le monde. Envoyez tout le monde. Alors, on va s'occuper de vous. Messieurs, on n'a malheureusement plus le temps pour nous. On va devoir se séparer. Vraiment, on a parlé des pronostics de ce week-end. Ça va être chaud en Ligue des Champions cette semaine déjà. Et le week-end, ça va être chaud avec le Real Madrid-Barça. Moi, je veux un pronostic clair, les gars. Real Madrid-Barça. Franck Olivier, le Barcelonais. 3-0 pour le Barça. 3-0 pour le Barça. Il a un peu trop je fort, sais que Parfait Junior est un pro-madrilène. Je ne dis pas qu'il est madrilène, mais il est pro-madrilène. Ça va être un match assez discuté. Je vois soit un match nul, 2 buts partout, sinon une victoire du Real de 2 buts contre 1. D'accord, 2 buts contre 1. Moi, je vois un match assez âpre. Je vois un match assez intéressant. Victoire du Real Madrid, je ne donnerai pas de score. Je ne vais pas être un faux prophète. Mais je sais que le Real va gagner. Alors, chers auditeurs, nous avons été heureux d'être avec vous dans Jaco Sport cet après-midi. Je sais que vous avez pris un bon petit déjeuner avec Jaco Matin, Becky et sa team vous ont fait du bien. Mais derrière nous, il y aura Erickson à la radio avec toute son équipe pour vous donner la joie de vivre. Je ne sais pas s'il y a une thématique aujourd'hui, mais moi j'aime bien cette émission parce qu'il y a des thèmes compliqués. Hein. Est-ce que le mari doit laver les assiettes quand la femme est malade? Alors merci de nous avoir suivis sur Jaco Sport, sur Jaco FM 98.3. Ne manquez pas le prochain rendez-vous, c'est vendredi lorsqu'il sera 15h. Portez-vous bien sportivement. À bientôt. Jaco FM 98.3. Jaco FM.